Bonsoir tout le monde. On va aborder un thème qui est très important et malheureusement un peu méconnu, surtout dans la thérapeutique, qui est l'hypercalcémie. Alors, c'est quoi l'hypercalcémie? Mais avant d'entamer ce qui est pathologique, on va faire un petit tour ce qui est physiologique pour comprendre ensuite le pathologique. Il faut savoir que l'organisme humain contient une riche proportion de calcium. Par exemple, pour un homme qui pèse 70 kg, il contient 1 kg entier de calcium. Euh, Ce kilogramme de calcium, il est réparti de la manière suivante. 99% au niveau de l'os, c'est-à-dire squelettique, et le 1% restant, c'est au niveau extracellulaire. Le 1% restant au niveau extracellulaire se répartit aussi. 50%, il reste ionisé. Et c'est la fraction qu'on appelle fraction biologiquement active. Et 45% lié aux protéines, surtout l'albumine. 5% complexé aux autres sels solubles comme le phosphate. Et dans tout ça, il faut savoir que la portion qui est biologiquement active, c'est le calcium ionisé. Et là, on peut déduire plusieurs choses. Par exemple, pourquoi on corrige le calcium par rapport à l'albumine du corps humain? Parce qu'une grande proportion, jusqu'à 45%, est liée à l'albumine. C'est-à-dire, si la fraction de l'albumine chute au niveau du corps, il y aura augmentation du calcium ionisé. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire, si l'albumine augmente, il y aura chute du calcium ionisé. C'est pour ça qu'on doit corriger toujours la calcémie par rapport à l'albumine. Il faut savoir aussi que la relation d'albumine, elle est gérée par l'état acido-basique du corps humain. D'accord? Pardon, il y a des échos. Désactivez Là, vos micros, s'il vous plaît. c'est bon, je les ai désactivés. Maintenant, on passe au mouvement du calcium dans le corps humain. Il existe ce qu'on appelle une balance interne et une balance externe. On a dit que le calcium biologiquement actif, il est au niveau extracellulaire. Il y a une balance externe, c'est-à-dire les entrées et les sorties carrément du corps humain. Il existe une balance interne qui est l'échange entre l'os et la cellule. Est-ce que vous voyez le curseur? Docteur Messeria, confirmez-moi s'il vous plaît si vous voyez le curseur. Oui, bien sûr, elle est claire. Donc, la balance externe, on a dit, c'est les entrées et les sorties du corps humain. Et la balance interne, c'est l'échange entre le milieu extracellulaire et l'os. De là, on peut déduire les étiologies sans les apprendre. Par exemple, s'il existe une absorption accrue digestive, on aura une hypercalcémie. S'il existe un défaut d'élimination rénale, on aura une hypercalcémie. S'il existe un relargage actif de l'os, il existe hypercalcémie. Donc ça, c'est la physiopathie. On va détailler ça dans les étiologies. La balance interne et externe est régulée par des hormones. La première hormone responsable de la régulation, c'est la PTH. La PTH va induire une réabsorption, c'est-à-dire défaut d'élimination du calcium par le rein. Et autrement, elle va agir sur l'intestin, mais pas directement, mais indirectement en activant la sécrétion de la vitamine D. Donc, c'est la vitamine D qui va induire une réabsorption du calcium au niveau intestinal. Et cette vitamine D va être activée par la PTH. Donc, deuxième hormone responsable de la réabsorption, c'est la vitamine D. On dit que c'est une vitamine, mais en réalité, elle joue le rôle d'un hormone, plutôt d'une hormone. Deuxième chose, la PTH va jouer sur la balance interne qui est l'os. Donc, elle va augmenter la réabsorption osseuse par ensuite relargage du calcium dans le milieu extracellulaire. Donc, la PTH, c'est une hormone très importante. Pour résumer tout ça, la PTH est une hormone très importante. Elle va induire une réabsorption au niveau rénal, une réabsorption au niveau de l'intestin par l'intermédiaire de la vitamine D, et une résorption osseuse. Donc, le PTH, c'est une hormone hypercalcémiante. La vitamine D aussi, c'est une hormone hypercalcémiante par réabsorption au niveau intestinal. Petit aperçu sur la calcitonine
pour la comprendre ensuite concernant la thérapeutique. La calcitonin est sécrétée par les cellules parafolliculaires et qui est une hormone hypocalcémiante. Alors, entrons dans le vif du sujet, parlons de l'hypercalcémie proprement dite. Donc, le mécanisme physiopathe, on vient de le décrire. Soit excès de libération du calcium par les tissus osseux, c'est-à-dire la balance interne, soit une augmentation de l'absorption digestive, soit diminution de l'excrétion urinaire. L'augmentation de l'absorption digestive, en général, elle est gérée par la vitamine D. Donc, toute intoxication par une vitamine D exogène ou une production accrue endogène va induire une augmentation de l'absorption digestive du calcium. Quand on dit intoxication à la vitamine D exogène, c'est la vitamine D médicale qu'on utilise comme médicament. Et quand on dit une production endogène de la vitamine D, il existe certaines anomalies ou certaines maladies comme les granulomatoses et surtout la sarcoïdose, où les granulomes sécrètent la vitamine D. Ils sont connus pour une production endogène excessive de la vitamine D et elle va induire une hypercalcémie. Deuxième cas de figure qui est très important, c'est l'excès de libération du calcium par le tissu osseux. Le tissu osseux est la libération de ce dernier par le tissu osseux est régulée par la PTH. Donc, toute hyperparathyroïdie va induire un relargage actif du calcium et par conséquent une résorption osseuse. Deuxième cas de figure, c'est une lyse osseuse indépendante du PTH. C'est dans le cadre de métastase ou tumeur osseuse. Et troisième cas de figure qui est très simple, c'est la diminution de l'excrétion urinaire du calcium. Ça, c'est les étiologies qu'on a déduit simplement de la physiopathe. Il existe un chapitre important qui sont les hypercalcémies iatrogènes. L'hypercalcémie iatrogène, c'est des médicaments que nous devions les connaître, comme par exemple, on vient de citer la vitamine D. Il existe aussi la vitamine A. L'intoxication à la vitamine A donne des hypercalcémies. Et l'intoxication de la vitamine A se voit surtout chez le sujet jeune qui utilise l'isotérétinoïdes, si je viens de le prononcer exactement, c'est des traitements pour l'acné et le psoriasis. Donc, mis à part la vitamine D, l'intoxication par la vitamine A peut induire des hypercalcémies. Troisième médicament à connaître, c'est les diurétiques thiazétiques. Les diurétiques thiazétiques sont des médicaments hypercalcémiants, à l'inverse des diurétiques de l'once qui sont hypocalcémiants. Il faut toujours savoir, il faut toujours apprendre ce point. Les diurétiques de l'once sont hypocalcémiants. Ici, le traitement pour les hypercalcémies. Au contraire, les diurétiques thiazédiques sont hypercalcémiants. Quatrième médicament, c'est le lithium, mais je crois qu'il n'est plus utilisé. Mais il existe les syndromes des hypercalcémies des buveurs de lait. On appelle ça syndrome des buveurs de lait. Autrement, avant l'avènement des inhibiteurs de la pompe à proton ou les alginates qui sont utilisés pour le reflux gastro-œsophagien ou les gastrites, les patients buvaient beaucoup de lait pour calmer, pour tamponner l'acidité gastrique. Mais malheureusement, cela entraînait des hypercalcémies plus des alcaloses métaboliques. Heureusement pour nous, et après l'avènement des inhibiteurs de la pompe à proton, des alginates et tout ce qui est pansement gastrique, on on, on voit plus ce syndrome-là. Il faut savoir aussi que l'immobilisation peut causer des hypercalcémies par les osseuses et le malade répond malheureusement lentement dans le temps, jusqu'à 6 mois après la reprise de l'activité. Le mécanisme est un peu complexe, mais la lyse osseuse est incriminée dans ce cas de figure. Entrons dans le vif du sujet, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le diagnostic clinique. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la manifestation la plus fréquente, elle est gastro-intestinale. Elle est faite de douleurs abdominales diffuses et constipation, surtout constipation. D'ailleurs, l'hypercalcémie devrait être dans le bilan métabolique à la recherche d'un ilus réflexe, autant que l'hypocalémie. Deux cas de figure. Donc, pour résumer, soit l'hypercalémie, soit l'hypercalcémie, ces deux.
métabolites ou ces deux anomalies devraient être cherchées devant tout ileus réflexe paralytique sans cause mécanique ou chirurgicale décelable. Deuxième manifestation clinique, c'est la manifestation neuropsychique et musculaire. C'est beaucoup plus une faiblesse musculaire, réalisant un tableau de pseudomyopathique, une hyporéflexie, voire aréflexie, paralysée, mais celle-là se voit rarement et dans les cas les plus sévères. Troisième manifestation clinique, c'est la manifestation rénale. Alors, on va la diviser pour des hypercalcémies aiguës, des hypercalcémies chroniques. Les hypercalcémies aiguës vont engendrer deux anomalies. La première anomalie est un syndrome polyuropolydipsique. Syndrome polyuropolydipsique par antagonisme de l'ADH, de l'action d'ADH. Donc, il existera une polyurie qui va être compensée par une polydipsie, mais par la suite, le patient va tomber dans une déshydratation. Deuxième anomalie, c'est l'insuffisance rénale. Alors, l'insuffisance rénale peut être causée par la déshydratation, causée par le syndrome polyuropolydipsique ou autrement par une vasoconstriction de l'artériole afférente. Il faut savoir que la calcémie élevée va causer une constriction de l'artériole afférente du glomérule. La vasoconstriction de cette artériole va diminuer la pression glomérulaire, il va diminuer le début de filtration glomérulaire jusqu'à une chute brutale où il y aura une insuffisance rénale. Deuxième cas de Juste, figure, pardon? et c'est juste dans puisque ce qui est connu en général dans la clinique d'une hypercalcémie, c'est beaucoup plus le syndrome polyuropolydipsique qui est la Exactement. déshydratation. Le cas à Exactement. l'insuffisance rénale, on n'avait pas l'habitude de le voir. Donc, est-ce Si qu'il y avait une prédisposition ou bien ça dépend quoi? C'est-à-dire, Non, les non, non, deux. non. C'est juste une susceptibilité personnelle à l'anomalie. C'est des D'accord. manifestations, ça dépend. Ça dépendra de la personne. C'est vrai que le D'accord. polyuropolydipsique est plus fréquent que l'insuffisance rénale, mais on voit l'insuffisance rénale aussi chez les sujets âgés et je la vois souvent. Inexpliquée par le D'accord. syndrome polyuropolydipsique, juste par perturbation de l'hémodynamique du glomérule. Donc, Alors, je pensais l'insuffisance rénale, c'était le résultat de l'hypovolémie pas due à vraiment. la syndrome. C'est juste Mais une seule finalement, c'est un cause. tableau à part. Mais Ah, finalement, c'est c'était un juste. tableau à part. Exactement, c'est tout un tableau. C'est juste une des anomalies. Deuxième D'accord. cas de figure, si en cas d'hypercalcémie chronique, on aura des lithiases rénales, voire une néphrocalcinose. D'accord. Donc, la manifestation la plus importante qui engage le pronostic vital, c'est la manifestation cardiovasculaire. On aura une hypertension comme manifestation vasculaire et on aura une tachycardie comme manifestation cardiaque. Et ce qui va nous intéresser vraiment, c'est les anomalies à l'ECG. Et avant d'entamer les anomalies à l'ECG, on devrait savoir que ces signes sont aggravés par l'hypocalémie. Donc, hypocalémie plus hypercalcémie, c'est fatal au niveau du rythme cardiaque. Les anomalies au niveau de l'ECG, c'est une triade. Personnellement, je cherche une anomalie qui est très fréquente, c'est l'intervalle QT raccourci. Toute hypercalcémie va causer un intervalle QT qui est raccourci. C'est l'inverse de l'hypocalcémie. L'hypocalcémie va causer un intervalle QT long. D'accord? Deuxième point, si le point G ascensionné au niveau du QRS, on va voir des exemples par la suite. Mais c'est pas vraiment, il est parfois discret, on peut pas on peut pas le voir. Et troisième cas de figure, c'est un syndrome ST positif couriconvexe en DOM qui englobe l'ONT. Mais le plus fréquent, c'est un QT raccourci. Et là, on saute dans les exemples. Alors, le QT allongé. Vous savez tous c'est quoi un QT allongé, donc pas la peine de le détailler. Voilà un QT qui est vraiment allongé au long T et presque non QRS. Voilà l'allongé dont on a parlé, qui fait saillir dans notre QRS, mais c'est un signe très discret. Parfois, on le risque de le rater. Et chez les personnes polytarées avec des blocs de branches, on le risque de le rater facilement ou de ne pas le voir. Et le troisième signe, c'est l'esti-ondome. Voilà un esti-ondome qui englobe l'onté. Mais ça peut être aussi discret. Donc, je vous invite à aller chercher beaucoup plus un syndrome QT. Le syndrome, bon, plutôt le signe le plus fidèle, c'est un QT raccourci. D'accord, docteur Benskria?
Là, on doit juste aborder que le QT, on parle de QT corrigé par rapport à la fréquence D'accord. cardiaque. Et vous êtes mieux placé pour parler de ça. C'est justement le QT corrigé en général. C'est D'accord. plus fiable. D'accord. Là, sans trop tarder, on va entamer le chapitre de traitement. Maintenant qu'on a fait notre diagnostic clinique, maintenant euh, qu'on a su savoir détecter les anomalies à l'ECG, on va passer au traitement. Mais avant d'entamer le traitement, il faut savoir qu'une hypercalcémie supérieure à 150 mg constitue une urgence médicale thérapeutique. Qui dit urgence thérapeutique, on doit entamer tout de suite la thérapeutique parce qu'elle va engager le pronostic vital par un coma collapsus, voire un arrêt cardio-circulatoire. Donc, la base du traitement pour l'hypercalcémie, c'est l'élimination rénale. Comment forcer l'élimination rénale? C'est d'abord une hyperhydratation et pas une réhydratation comme c'est écrit dans la planche. L'hyperhydratation. Il n'y a pas de consensus particulier, mais on parle de 200 à 300 cc par heure, c'est-à-dire une poche chaque 2 heures. Donc, au total, c'est 3 à 4 litres par 24 heures. Mais bien sûr, c'est ajusté selon la tolérance clinique, selon l'état cardiaque du patient, selon la volémie du patient. Mais l'hyperhydratation va favoriser l'élimination du calcium. Mais attention, toute hyperhydratation, c'est-à-dire toute augmentation du fluide tubulaire, va augmenter aussi l'élimination du potassium et on aura une hypocalcémie associée. Donc, il faut toujours dépister désolé, on aura une hypocalémie associée. Donc, faut toujours dépister une hypocalémie pendant les hyperhydratations. Surtout qu'on va utiliser un médicament par la suite qui est hypocalcémiant, qui est diurétique de Lens. Le diurétique de Lens va favoriser l'élimination du calcium par voie paracellulaire. Donc, sans entrer dans les détails, il faut tenir en tête que, comme on l'a déjà dit, le diurétique de Lens, il est hypocalémiant, au contraire du diurétique thiazidique qui est plutôt hypocalcémiant, au contraire du diurétique thiazidique qui est hypercalcémiant. Donc, la base du traitement, si on va résumer tout ça, la base du traitement se fait au niveau rénal. Si par élimination rénale accrue, on va augmenter par une hyperhydratation et on va éliminer le plus du calcium par de l'azélix ou du diurétique de Lens. Troisième cas de figure, c'est les bisphosphonates. Les bisphosphonates, comme l'acide zolédronique, elle est utilisée pour diminuer la résorption osseuse dans les hypercalcémies importantes. Mais le problème avec ce médicament, c'est qu'il prend du temps à agir. Donc, il ne va pas agir d'aussitôt. On va l'utiliser comme un traitement de fond après instauration d'un traitement rapide, qui est la réhydratation et le Lasix. Et le En général, bisphosphonate. on les utilise dans les cas d'hypercalcémie due à des méta-osseuses, une lise, voilà, une lise Exactement. osseuse. Parce que ça va inhiber la résorption osseuse. Donc, l'étiologie, savoir l'étiologie, c'est aussi importante dans la thérapeutique. Il existe un relagage actif au niveau osseux, on va utiliser les bisphosphonates. Mais il est recommandé d'utiliser des médicaments rapides avec le bisphosphonate, comme la réhydratation lasilix ou aussi la calcitonine. Mais la calcitonine, on ne la voit plus dans les hôpitaux, on ne l'utilise plus parce que vraiment, elle a une courte de vie, pardon, une courte demi-vie. Elle doit être renouvelée chaque 6 à 4 heures, mais au bout de 24 à 48 heures, elle va entraîner une tachyphylaxie, c'est-à-dire un échappement thérapeutique. Entre parenthèses, c'est quoi une tachyphylaxie? En médecine, la tachyphylaxie désigne une accoutumance de l'organisme à un agent pathogène ou un traitement. Dans le deuxième cas, on parle d'échappement thérapeutique. Donc, on aura un échappement thérapeutique pour la calcitonine au bout de 24 à 48 heures. Elle sera peu efficace. Donc, elle est peu utilisée depuis. Ça, et un autre chapitre qui est très utilisé, aimé surtout par les médecins, c'est le glycocorticoïde. Mais sincèrement, les glycocorticoïdes, scientifiquement, trouvent leur place dans soit le traitement des lymphomes, des hypercalcémies secondaires ou lymphomyélome, car il inhibe la croissance des tissus lymphoïdes néoplasiques, ou dans les cas d'intoxication à la vitamine D,
dont il limite l'effet hypercalcémiant et il est la même chose pour la sarcoïdose car il inhibe la sécrétion de la vitamine D par les granulomes. Sinon, pour l'absorption digestive, c'est un peu abandonné pour l'instant. Dernier recours pour les hypercalcémies marines, c'est le recours à une opération extra-rénale dialyse. Mais dans ce cas de figure, il faut chercher un bain de dialyse pauvre en calcium qui est rare en Algérie parce qu'on utilise en Algérie un bain riche en calcium parce que l'insuffisance rénale chronique présente souvent des hypocalcémies. C'est pour ça leur bain de dialyse est riche en calcium. Mais dans la disponibilité, dans le cas, la disponibilité d'un bain pauvre en calcium, on peut recourir à une dialyse pour sauver notre malade. Et merci pour Est-ce que votre ça donne? attention. Est-ce que ça Si, donne? qu'est-ce que c'est? Quoi? J'ai pas compris la question. Ça donne l'épuration extra-rénale par Bien cette sûr, zone. ça donne très bien. Même, on fait des calculs. Même avec un bain riche en calcium, on aura recours à pour des cas d'hypercalcémie supérieure à 150 parce qu'on aura moins. Parce que le bain, il est à 1,75 millimoles par litre, donc ce qui fait moins de 150. Donc, c'est des calculs à faire. Merci beaucoup pour cette Merci. présentation très intéressante et C'était rapide. simple, efficace et rapide Voilà. pour tenir maximum d'informations sans encombrer les plaques ou dire beaucoup de blabla. Donc maintenant, je laisse la parole aux questions. Très bien. Il y a